Bonsoir et merci de votre fidélité à Niwad Info 1 et merci de nous rejoindre pour votre émission Niwad Soir. La capitale soudanaise Khartoum tremble depuis une semaine sous des tirs et des explosions dans une lutte de pouvoir entre deux généraux, toujours indifférents aux appels d'un cessez-le-feu après des combats ayant fait plus de 300 morts et plus de 3000 blessés selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est la situation au Soudan? On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste. Au Soudan, plus de 300 morts et plus de 3000 blessés, c'est un bilan qui peut toujours augmenter. Oui, le bilan est un bilan provisoire puisque quand l'OMS fait le bilan, c'est le bilan qui est rendu par un peu les médecins, les structures de santé, etc. Alors que quand on regarde les images, vous avez des corps qui sont sur la rue qui n'ont pas été ramassés. Vous avez certainement dans certains bâtiments qu'on a bombardés des personnes décédées qui sont à l'intérieur des bâtiments qui n'ont pas été comptabilisés. C'est pourquoi même en donnant ce chiffre, tout le monde est d'accord que ça ne peut pas être le chiffre véritable. Mais en plus, puisque la guerre continue, ça veut dire qu'il y a encore des morts, il y a encore des blessés. Et quand on a entendu un des médecins dire que parfois même du soluté, c'est-à-dire de quoi faire une perfusion, nous ne l'avons plus, on n'a plus de matériel pour opérer, il n'y a pas d'électricité. Ben vous imaginez tous ces gens blessés, qu'est-ce qu'ils risquent de devenir si cette guerre ne s'arrête pas? Des combats qui se poursuivent et un bilan qui peut toujours évoluer. Les trêves et les cessez-le-feu réclamés ne tiennent jamais, ou du moins plus de quelques minutes. Qu'est-ce qui complique tant la situation actuellement au Soudan? En fait, on a deux chefs militaires qui sont là, qui se battent pour des intérêts personnels. Il faut que les choses soient très claires. Aucun parmi eux ne se bat pour le Soudan, puisqu'ils ont fait leur coup d'État ensemble. Ils ont refait leur deuxième coup d'État ensemble, parce qu'ils ont fait deux coups d'État, puisque ça devient un peu la mode maintenant de faire deux coups d'État. Et c'est quand il s'est agi de vouloir convaincre les populations civiles d'accepter, que les populations ont manifesté pendant plus de 2 ans sans jamais accepter. Il y a eu des assises, il y a eu de la médiation. Et ce qui a été dit, c'est que on remet le pouvoir aux civils et les civils ont dit qu'ils ne vont plus gérer avec les militaires, que les militaires retournent aux casernes. Mais en même temps, dans l'accord, on dit que les militaires retournent aux casernes en tant qu'une seule armée qui va être une armée républicaine. Alors que la réalité, c'est que Burhan avait l'armée, entre guillemets, officielle. Hemeti avait son armée qu'on appelle paramilitaire. Ce n'est pas des paramilitaires, c'est carrément une armée en bonne et due forme. Les gens pensent que ça fait entre 80 et 120 000 hommes. Donc ce n'est pas un groupe, c'est carrément une armée. Maintenant, le problème, si on met ensemble, puisque c'était ça le principe, les hommes de Hemeti devaient intégrer l'armée, mais dans la discussion, ils ne se sont pas entendus parce que bien sûr, chacun veut être au sommet. Et c'est ça qui a entraîné la guerre. On n'est pas dans une guerre où c'est pour le Soudan qu'on se bat, c'est pour les Soudanais qu'on se bat. C'est deux personnes qui sont en train de se battre parce que, comme l'ont dit certains, c'est une guerre existentielle. Les deux ne pourront pas sortir numéro un avec les réformes. Maintenant, il faut qu'un le sorte. Malheureusement, ils ont préféré régler l'affaire par les armes au lieu de s'asseoir pour le régler. Par le dialogue. Depuis plus d'une semaine que les combats durent, est-ce qu'on sait tout de même si l'aide humanitaire arrive à parvenir aux populations? Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire puisque pour que l'aide humanitaire vienne dans la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Il doit y avoir ce qu'on appelle des couloirs humanitaires qui peuvent permettre d'évacuer des blessés. Parce que quelqu'un qui est blessé, il a plutôt besoin d'aller à l'hôpital. Afin qu'on puisse faire acheminer l'aide humanitaire. Oui, le couloir humanitaire même, les gens peuvent être toujours dans la guerre. On leur dit, mais tel espace, puisqu'il y a aujourd'hui les possibilités de géolocalisation, laissez cet espace, c'est par là qu'on va faire passer les malades. Mais pour l'instant, les combats sont concentrés à Khartoum. Sur Khartoum, au Darfour également, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Surtout à Khartoum, puisque d'habitude, c'est dans nos capitales que se trouve l'essentiel des choses. Oui. Celui qui veut prendre le pouvoir, voilà, la présidence. Celui qui veut prendre le pouvoir, c'est la capitale qu'il essaye de prendre surtout. Donc c'est ça qui fait que Khartoum, en termes de bombardement, en termes de tirs, de roquettes avec les chars, mais ce que Khartoum subit, aucune autre partie du Soudan ne le subit aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, les populations en sont arrivées à se dire, mais attendez, je reste chez moi, on tire sur moi, je reste chez moi, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas de l'électricité, je risque de voir ma maison tomber sur moi, je vais mourir. Les gens sortent marcher dans la rue pour quitter la ville, pourtant la guerre continue.
Et vous les voyez marcher comme si rien ne se passait. Parce qu'effectivement, la personne n'a aucune autre solution que de quitter les lieux, puisqu'il n'y a pas aucune trêve n'a été respectée. Toutes les tentatives ont malheureusement très rapidement échoué. À la demande de la communauté internationale, les paramilitaires de forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo avaient annoncé s'engager pour une trêve de 24 heures. L'armée, elle, disait n'en avoir rien entendu. Mais jusqu'où peut conduire ce langage de sourds? Mais c'est malheureusement la situation qui avait été prédite dès le départ. Puisque la façon dont ils s'affrontent, quand on va s'asseoir, c'est que l'un va se soumettre à l'autre. Puisque quand on veut réunifier l'armée, il ne peut pas y avoir deux généraux au même grade, au même niveau de commandement. Comme on dit, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau. C'est ça le fondamental. Puisque les militaires sont dans le même camp. Les populations civiles qui réclament les réformes sont dans un autre camp. Donc c'est à l'intérieur maintenant de ce camp militaire qu'il y a cet affrontement, puisque les négociations avaient abouti à une refonte du pays, mais l'armée en faisait partie de cette refonte-là. Mais quand chacun veut être devant, et il ne peut pas y avoir deux devant, mais ils sont en train de vouloir faire en sorte que l'un supprime l'autre. Et même ça, on se demande qu'est-ce que finalement ça va donner après cette guerre-là. Est-ce qu'on va reparler de l'accord qui avait été signé avec les militaires, avec les civils, pour qu'on relance la transition? Je crains qu'on va être plutôt sur d'autres choses encore. La transition risque d'avoir beaucoup de plomb dans l'aile. Dans ces situations, même la Ligue arabe a des difficultés à trouver des solutions. Comment comprendre cela? C'est tout à fait normal. La Ligue arabe est une coquille vide. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans la Ligue arabe, les pays composant la Ligue arabe ne s'entendent pas du tout. Et quand vous les regardez de façon générale, quand il y a un conflit, vous avez des pays membres de la Ligue arabe qui se trouvent de part et d'autre du conflit. Ici, vous avez l'Égypte, par exemple, qui est avec Burhan, le général Burhan qui a l'armée avec lui. Mais vous avez l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis qui sont avec Hemeti, des forces de soutien rapide. Cela fait que même quand on va s'asseoir, trouver une solution va être difficile, sauf si l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats s'entendent d'abord pour pouvoir ensemble faire pression des deux côtés. Mais ça ne risque pas de suffire parce qu'il y a la Libye également qui est là à côté. Et on dit même que le général Haftar a envoyé tout un avion rempli d'armes et de munitions à Hemeti. Ça veut dire qu'on alimente davantage au lieu de régler le problème, alors que un des plus gros risques avec cet affrontement, ce n'est pas le Soudan seulement. Le Soudan est frontalier avec la Libye. Quelle est la situation de la Libye? Le Soudan est frontalier avec la République centrafricaine. Quelle est la situation dans la République centrafricaine? Le Soudan est frontalier avec cet ancien Soudan qui est devenu Soudan du Sud. Mais regardez toute cette surface. Et d'où justement la question, est-ce que cette situation très tendue au Soudan actuellement risque-t-elle d'entraîner une nouvelle déstabilisation dans la région? Mais bien sûr, on a une région déjà déstabilisée. Je parlais du Soudan du Sud, le Tchad est là. Le Tchad, il n'y a pas de guerre à proprement parler, mais n'oublions pas qu'il y a Boko Haram là-bas, il y a les groupes armés, le FACT en particulier, qui sont à l'origine de la mort de l'ancien président. Mais regardez cet espace géographique. Mais si le Soudan est complètement déstabilisé, généralement, la déstabilisation entraîne plusieurs choses. Les armes vont circuler, soit en quittant le Soudan pour aller vers les autres pays, soit le Soudan va avoir besoin d'armes, les armes qui sont dans les autres pays vont quitter les pays pour venir au Soudan. Soit tu vas vaincre quelqu'un, il va traverser la frontière pour se réfugier au niveau de l'autre pays. C'est qu'on ajoute à la déstabilisation dans une zone où déjà il n'y a véritablement pas de stabilité à l'heure où nous parlons. Même là où il n'y a pas de guerre comme le Tchad, tout le monde sait que le Tchad n'a pas résolu ses problèmes ni politiques, ni avec les groupes armés, puisque tout le monde le sait, Masra n'est pas au Tchad actuellement, il est à l'étranger, alors que c'est lui le principal opposant par rapport au pouvoir. Ne parlons pas des groupes armés. Le bilan reste évolutif, plus de 300 morts, des milliers de blessés, les rivaux, les généraux rivaux qui entretiennent un langage de sourds face aux appels à cessez-le-feu, de trêve. Mais si la situation semble si compliquée, quelle issue? En fait, la difficulté, c'est qu'ils ont très tôt mené une bataille au niveau de l'aéroport. De sorte que, quand on fait ce genre de médiation, on fait descendre quelqu'un sur le pays.
il y a le coup de téléphone, mais ça ne suffit pas. Il faut venir s'asseoir avec les gens. Mais pour aller à Khartoum, c'est à l'aéroport. L'aéroport, il faut passer. Et l'aéroport est devenu un champ de bataille. L'aéroport est un champ de bataille, donc atterrir même est un problème. Vous avez le président de la Commission africaine qui a dit depuis fort longtemps qu'il est prêt à partir, mais il va atterrir où? Dans quelles conditions? Parce qu'il faut aller s'asseoir avec les gens. Il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone. Pour à un certain moment menacer de sanctions ces deux généraux parce que leur vie ne vaut en rien mieux que la vie d'un quelconque Soudanais. Est-ce que les sanctions suffiraient? Mais il faut les sanctionner comme il se doit. Parce que c'est l'impunité qui nous crée des problèmes. Regardez, à cause du pouvoir, il y a au moins 330 morts aujourd'hui à cause de deux hommes qui sont présents au Soudan dans la gestion du pouvoir depuis fort longtemps, et le Soudan fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ils peuvent apporter quoi au Soudan de demain? Absolument rien. Mais malheureusement, vous allez voir, si la guerre se termine et que l'un n'a pas supprimé l'autre, dans des négociations, dans des compromis, dans des accords, vous allez voir les gens qu'on va remettre encore dans des positions de pouvoir et de partage. Mais c'est cette impunité-là qui doit cesser en Afrique. Parce que si on les poursuivait pour la mort de tous ces Soudanais, qui sont blessés, justement, de toutes ces destructions, de nombreux civils. Mais bien sûr, mais c'est pourquoi ils doivent être jugés et sanctionnés. Parce que tant qu'on ne le fera pas, demain, ce qui s'est passé au Soudan va se passer dans un autre pays africain. Mais il faut qu'on arrête. À chaque fois que moi je ne suis pas d'accord, un autre n'est pas d'accord, parce que nous deux, nous ne sommes pas d'accord, on est prêt à mettre tout un pays à feu et à sang. Mais c'est quelle logique? C'est quelle logique? Comment est-ce que le pays est alors arrivé à cette extrémité, une lutte de pouvoir entre deux hommes? La révolution de 2019 a-t-elle échoué dans ses objectifs? La révolution n'a pas échoué. Il ne faut pas oublier que la révolution a été l'affaire des populations. La révolution a été pensée par des intellectuels qui ont créé l'Alliance pour l'alternance, qui même avant d'accéder au pouvoir, avait un document, une feuille de route qui avait tracé la transition pour 4 ans. Tout le monde disait même que c'était trop, comment les gens peuvent demander une transition de 4 ans, mais eux, ils avaient leur transition de 4 ans. Quand les manifestations ont atteint un certain niveau, on a déjà tué plusieurs Soudanais pendant ces manifestations. Et ce sont ces deux généraux qui les ont tués. Même ces populations civiles réclamaient qu'il y ait des enquêtes pour qu'on sache qui est responsable. Mais ne pouvant pas faire tomber le régime, à un certain moment, les populations sont allées vers l'armée pour dire à l'armée de mettre de côté le président pour que la transition s'installe. L'armée a mis de côté le président, mais l'armée s'est installée. Et quand l'armée s'est installée, il y a eu une autre révolution où maintenant les civils réclament à l'armée leur pouvoir parce que c'est eux qui ont mené cette bataille pendant des années avec des manifestations qui n'en finissaient pas. L'armée a refusé. Ils ont créé leur comité militaire sans aucun civil au départ. Les civils ont persisté, ils les ont mis dans une petite place jusqu'à ce qu'on accepte finalement un partage du pouvoir. Mais même dans ce partage du pouvoir, l'armée n'a pas voulu laisser ces populations civiles mettre en place cette feuille de route. Donc il y a eu beaucoup de conflits. Arrivé maintenant au bout de 2 ans, où sur l'accord de départ, les militaires qui étaient au pouvoir devaient rester dans le comité de gestion qu'ils ont ensemble, mais c'est les civils qui devaient être au pouvoir. L'armée a dit on ne donne pas le pouvoir aux civils, c'est-à-dire nous n'allons pas respecter les accords qu'on avait signés. Mais les civils ont recommencé à manifester, mais cette fois en disant on ne veut plus de l'armée. Et c'est le on ne veut plus de l'armée qui a abouti au dernier accord, qui est à l'origine de la guerre entre les généraux, parce qu'on leur a dit entre militaires, allez vous mettre dans votre coin, débrouillez-vous, on veut une armée républicaine organisée. On ne veut plus un groupe ici, un groupe là-bas. C'est ça qui a créé le problème parce que la communauté internationale a soutenu ces accords pour que les civils soient au pouvoir au niveau du Soudan pour terminer la transition. Malheureusement, vous avez vu ce que ça a donné. Ils ont préféré s'affronter entre eux au lieu de respecter les termes de l'accord. Alors, Mamadou Diouf, nous sommes au Soudan, un pays à majorité musulmane. Est-ce que demain, ce vendredi, marque la célébration du Ramadan, cette festivité qui marque la fin de la période de carême? Est-ce qu'au nom d'une célébration religieuse, on peut espérer cette trêve tant attendue? Mais non, s'il fallait respecter, il fallait déjà respecter le mois de jeûne. Comment expliquer que des gens qui n'ont pas mangé du matin au soir volontairement, qui ont besoin le soir de rompre leur jeûne, ne sont même pas en mesure le soir d'aller à la boulangerie, d'aller à la boutique, d'aller dans une alimentation pour acheter à manger. Dans les témoignages, certains disent que pour rompre le jeûne, parfois ils sont arrivés à prendre de l'eau et du sucre et de boire parce qu'ils ne trouvent absolument rien d'autre.
C'est pourquoi je disais que ces deux généraux se battent pour eux-mêmes. Leur bataille ne tient en rien compte de la réalité du Soudan. Ils ne tiennent pas compte du fait que les gens sont en période de jeûne. Je ne crois pas qu'ils vont tenir compte du jour de la fête, parce que s'il fallait le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils auraient au moins pu faire des trêves pour laisser les gens rompre leur jeûne tranquillement. Ils ne l'ont pas fait. Quand les médiations ont essayé, les rares accords qui ont réussi, on ne les a pas respectés. Pratiquement à la minute près, ça a été rompu. Et à chaque fois, l'un dit c'est l'autre qui a attaqué le premier. Je n'ai pas gros espoir qu'à cause de la fête, ces deux généraux vont accepter une trêve pour les populations. C'est une guerre qui pourrait entraîner une grave crise humanitaire après. Mais elle est déjà là. La crise humanitaire est déjà là, puisque ça fait 5 jours qu'il n'y a pas de ravitaillement. Oui. Donc il y a un problème de nourriture. Les gens vont dans les alimentations, les rayons sont pratiquement vides. Et en ce moment, imaginez toutes ces personnes. On nous parle de pratiquement 3000 blessés. Alors que sur les 59 hôpitaux, les 39 qui sont pris en ne charge marchent dans plus. les hôpitaux. Oui, les 39 ne marchent plus. Certains même ont été bombardés. Parce qu'on reprochait aux médecins d'avoir soigné des blessés qui sont membres des forces de soutien rapide. Et le médecin a répondu clairement, nous sommes médecins, on soigne un blessé, on ne lui demande pas de quel camp il vient. Mais ces 3000 blessés, qui va les soigner? Où on va les soigner? Avec quoi on va les soigner? Mais vous avez déjà un énorme problème qui est là devant les populations soudanaises. C'est une situation qui pourrait encore s'intensifier dans les jours à venir. Malheureusement, s'il n'y a pas de trêve, la situation ne fera que s'empirer. Et si vous regardez, c'est comme si les populations habitant Khartoum l'ont très bien compris. Elles prennent le risque de marcher sous les balles pour quitter la ville, parce que la solution aujourd'hui pour ces populations, c'est de quitter l'espace d'affrontement entre l'armée et les forces de soutien rapide. Merci beaucoup Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.